Bien, bah, écoutez, bonjour à toutes et tous. Après ce faux départ, mais cette fois-ci, c'est bon, on est prêt, on est opérationnel. Donc comme je le disais, ce rendez-vous annuel sur, les dispositions qui concernent la promotion immobilière et les dispositions, de la loi de finances. Donc c'est un rendez-vous annuel qui arrive de plus en plus tard puisqu'on est fin mars, alors que d'habitude on fait plutôt, début janvier, mais non, là c'est, 49.3 oblige et difficulté, du gouvernement pour voter un texte de loi et particulièrement un texte de loi de finances. Le titre est évocateur et résume un petit peu notre état d'esprit, c'est le statut du bailleur privé et le reste. Donc nous allons aborder le statut du bailleur privé et passer pas mal de temps sur le statut, mais il y a aussi le reste, donc on évoquera des sujets de fiscalité immobilière, LLI, plus-value immobilière et les sujets également de taxes d'aménagement, donc fiscalité d'aménagement. Donc je suis, accompagné de Camille Diraison, avocate chez Arsène et Stéphanie Amis, avocate Bonjour. aussi du cabinet Arsène. Donc bienvenue, à toutes les 2 et merci, Merci beaucoup. déjà par avance de toutes vos compétences et vos éclaircissements sur le sujet. Donc on va commencer sur le statut du bailleur privé qui, à la FPI, nous a occupé toute l'année 2025. On a mangé, on a dormi, statut du bailleur privé. Quand je dis: «On a dormi statut du bailleur privé», c'est pas une vue de l'esprit puisqu'on a quand même suivi des amendements jusqu'à minuit, parfois avec beaucoup d'énervement parce que le chemin a été très long. C'était vraiment les montagnes russes où on avait quelque chose, on n'avait plus rien. À un moment donné, on avait un statut qui était, comme on le disait, c'est, pire que rien parce que absolument pas opérationnel. Donc ça a été un combat de tous les instants. On a maintenant un dispositif qui existe, qui pourrait être amélioré. Ça, je comprends qu'il y a toujours des évolutions à apporter, mais aussi, il faut aussi que vous compreniez que ce statut, ça a été, l'objet, comme je le disais, d'un travail de très longue haleine, de négociation et donc forcément, et même de respect de la Constitution. Ce qui fait qu'on aurait pu avoir mieux peut-être, mais on n'a pas pu à cause de la Constitution à la toute fin, lors du passage en 49.3. On y reviendra peut-être, pas tout dévoiler. Oui, donc de travail de longue haleine. Donc, Camille, je crois, vous avez commencé sur le statut et les premiers éléments, généraux. Tout à fait. Pour donner un petit peu de contexte, donc c'est un dispositif qui vient, finalement combler un manque d'attractivité fiscale qu'on avait sur la location nue. Puisqu'aujourd'hui, on avait seulement le régime du LMNP, donc pour la location meublée, mais on n'avait rien qui était prévu pour la location nue et ce qui était quand même assez dommage, quand on voit comment les revenus fonciers sont taxés aujourd'hui. Ils sont lourdement taxés. On est taxé au taux marginal de l'impôt sur le revenu. Et à cela s'ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2. Donc c'est pas attractif du tout. Donc il fallait trouver un régime effectivement qui allait dans le sens d'une attractivité sur le régime des revenus fonciers. Donc on a eu effectivement, comme je vous le disais Didier, un certain nombre d'échanges dans le cadre de la loi de finances sur le statut du bailleur privé. Donc l'idée, c'est de redynamiser l'investissement locatif et l'investissement dans le neuf. Donc on a, si on peut le résumer en quelques mots, mais on va entrer dans la soute, ensuite, pour vous expliquer le mécanisme de ce dispositif. Si on doit le résumer en quelques mots, c'est un mécanisme qui permet d'amortir le bien. Donc chaque année, on va pouvoir déduire de son revenu foncier une portion du bien, une portion de la valeur du bien. Donc c'est un mécanisme qui est avantageux et donc on va le voir, il y a plusieurs, spécificités. Donc je vais laisser la parole à Stéphanie. Alors voilà, il y a plusieurs spécificités, il y a plusieurs conditions tout de même pour bénéficier, du régime et ça ne vise pas non plus tout type d'investissement. Donc, déjà, il y a une question qui nous est revenue souvent, on vise, les immeubles d'habitation collectifs. Donc là, c'est assez clair, il s'agit d'immeubles, enfin en tout cas, il faut nécessairement une surélévation et donc typiquement, ça ne va pas viser, les maisons individuelles quand bien même on aurait une copropriété. Aujourd'hui, c'est clairement exclu. Et on a aussi, comme il y a cette volonté de redynamiser un peu le marché, locatif, on parle de logements neufs et de logements anciens sur lesquels on va faire des travaux, significatifs. Donc sur les logements neufs, en réalité, c'est tous les logements qu'on acquiert en VFA, en vente future à l'état futur d'achèvement, et il y a aussi évidemment les logements que le contribuable peut faire construire, bien sûr. Alors, il ne faut pas, que le logement ait déjà été habité ou utilisé pour qu'on puisse, bénéficier du régime. Donc c'est vraiment la première acquisition ou la première
construction. Sur les logements anciens, alors sans doute qu'on le verra à l'usage, mais il y a des conditions quand même tout de même assez strictes sur les travaux qu'il faut réaliser. Alors, on retrouve la notion que nous, fiscalistes, connaissons en matière de TVA. Donc, cela peut concerner des rendements qui rendent un immeuble à l'état neuf au sens de la TVA. Donc, cela, ça signifie est-ce que j'ai touché le gros œuvre, est-ce que j'ai touché 2/3 des éléments du second œuvre. Donc là, on est sur la définition classique des travaux qui rendent un immeuble à l'état neuf au sens de la TVA. Et puis, il y a aussi des travaux d'amélioration, donc qui doivent représenter 30% au moins du prix d'acquisition, donc ce n'est pas neutre, et qui doivent aussi une condition lourde. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là? Ça veut dire qu'il faut qu'on change de catégorie de performance énergétique pour faire revenir la performance à A ou B. Et donc, une fois qu'on a dit ça, on se rend bien compte quand même qu'on parle de travaux très significatifs pour pouvoir entrer dans cette catégorie de logements anciens. Maintenant, à part cette distinction entre est-ce qu'on achète du neuf, est-ce qu'on construit du neuf ou est-ce qu'on fait de l'ancien, alors il est vrai qu'on a 2 articles différents maintenant dans le Code général des impôts, mais on est sur exactement les mêmes conditions et le même régime dans un cas ou l'autre. C'est juste le taux d'amortissement qui va varier. Le taux d'amortissement va varier, mais les conditions, en tout cas, d'entrée et de bénéfice dans le régime seront tout à fait identiques. Et avec, effectivement, vous l'avez évoqué, cette dimension aussi de rénovation globale, Mmh. donc immeuble refait à neuf. Et c'était un sujet qui tenait à cœur dans les débats parlementaires, et notamment avec le ministère des Budgets. Et Amélie de Montchalin était très favorable en fait à la disposition, non pas l'ancien qui est amélioré, mais vraiment la rénovation globale. C'était vraiment aussi un sujet important pour le gouvernement. Oui, oui, d'où la rénovation d'eau, Voilà, d'où ouais, rénovation, absolument. et qui est prévue aussi dans d'autres dispositifs, hein, donc on peut Oui, comprendre voilà. que ça a été repris tel quel. Donc, sur les conditions d'éligibilité de logement, on a vu qu'il faut soit être dans le neuf, soit le réhabiliter. Et on a aussi des questions, des conditions de date d'application du dispositif. Donc le dispositif s'applique pour les acquisitions qui sont réalisées à compter du lendemain de la publication de la loi de finances, donc c'est-à-dire le 21 février 2026. Et pour le moment, le dispositif est temporaire et ne concernerait que les acquisitions qui seraient réalisées jusqu'au 31 décembre 2028. Donc là, c'est pour le moment. C'est vrai qu'on voit parfois que les dispositions temporaires, finalement, elles ont tendance à être prorogées. On ça, on le verra dans un second temps. Donc ce qui compte, c'est vraiment, et il y a eu des conclusions à ce sujet, c'est la date d'acquisition, donc la date de signature de l'acte authentique. Peu importe que les travaux aient été réalisés en 2025, en 2024, que c'est les promoteurs, ce qui compte, ça va être la date d'acquisition, donc la date de la signature de l'acte. Donc ça, c'est intéressant, notamment pour les logements que les promoteurs peuvent avoir en stock, par exemple aujourd'hui. Oui. Ben, ça veut dire que si on applique strictement la lettre de l'article, on pourrait les commercialiser selon le dispositif du bailleur privé. D'accord. Cas extrême, pardon, je vous interromps. Cas extrême, un immeuble de plus de 5 ans avec un logement qui n'a jamais été habité. Il rentre dans la catégorie ou pas? Alors le logement jamais habité, alors il me semble qu'on ne vise que les logements neufs pour la condition de jamais habité. Alors est-ce que sur le logement ancien, je ne pense pas que ça s'applique sur un logement ancien, puisque justement on nous permet de bénéficier du régime si je le réhabilite. Donc normalement, par définition, il a déjà été utilisé. Donc cette notion-là devrait vraiment être limitée au logement neuf ou construit. D'accord, ok. Mmh. D'accord. Et juste petite précision, lorsque c'est le contribuable qui fait construire le logement, c'est la date du dépôt de permis de construire là qui fait foi pour l'application du dispositif. Mais en tout cas, pour les promoteurs, rassurez-vous, le dispositif est applicable sur les biens que vous avez en stock qui n'ont jamais été habités ni utilisés. Et on le rappelle, mais je crois que la FPI a beaucoup insisté sur le sujet, il n'y a aucun décret d'application qui est nécessaire. C'est-à-dire que la loi, elle est applicable, elle est votée, elle a été promulguée, le dispositif est totalement utilisable aujourd'hui. On a vu effectivement beaucoup d'informations qui circulaient en disant, ben voilà, il faut attendre les décrets d'application. Parfois même certains étaient devins en disant, on va avoir un décret d'application au mois de mars. Non, c'est comme vous l'avez précisé, hein, c'est totalement faux. À telle enseigne qu'on a sollicité pas le Premier ministre, hein, le ministre du Logement, et on a diffusé sur les réseaux sociaux d'hier
un courrier du ministre du Logement, pardon, qui dit très clairement, effectivement, il n'y a pas de décret d'application spécifique. Il y a bien sûr des décrets sur les plafonds de loyer ou autres, mais ça, c'est des choses qui existent déjà. Mais il n'y a pas de décret spécifique permettant au statut de devenir pleinement opérationnel. Il est déjà pleinement opérationnel. Et donc, si vous allez sur les réseaux sociaux et qu'on suivez et je peux que vous inciter nos auditeurs à s'abonner au LinkedIn de la FPI ou du président, et vous avez le courrier qui a été diffusé. Et je pense que ce courrier a été diffusé également à de nombreux professionnels et fédérations. Donc, il y a un complément voilà, de plus, quoi. Et c'était un point qui méritait d'être clarifié, puisque c'est vrai qu'on a vu beaucoup de choses là-dessus, donc c'était important de le redire. Mais pour nous, il y a vraiment pas de sujet, effectivement. Alors sur les conditions, une fois encore, il y en a plusieurs. Il y a quand même tout de même des contraintes liées à ce régime. Alors on doit louer un logement nu, donc il n'est pas possible d'avoir un logement meublé, et il doit être à usage de résidence principale pour le locataire. Donc là, on vise vraiment les locations longue durée, type loi de 89, par opposition aux locations courte durée. Alors très clairement, il n'y a pas du tout de Airbnb compatible avec ce régime, donc surtout pas de meublé et la résidence principale. Donc ça, c'est vraiment des critères très importants. Un autre critère, si on le compare aussi à d'autres dispositifs comme le Pinel, par exemple, qu'on connaît bien, ici, on ne peut pas louer à des membres de son foyer fiscal et jusqu'au deuxième degré et jusqu'aux alliés deuxième degré. Donc ça, c'est la différence relativement notable avec le régime Pinel qu'on connaissait. Donc il y a cette limitation-là. Alors, on notera que le terme allié n'est pas défini par le Code général des impôts, et donc a priori, par renvoi au Code civil, on parle plutôt des conjoints mariés. Ok. Au sens du Code civil. Oui. Voilà, nous étions interrogés sur ce sujet, on s'est dit, tiens, c'est intéressant, il y a, finalement, on ne va pas jusqu'au concubin, par exemple, parce que dans certains dispositifs, ça peut être le cas. Alors, bien sûr, la doctrine administrative, peut-être, dans son interprétation, indiquera autre chose, mais normalement, au sens civiliste, on parle uniquement des personnes mariées. Alors, sur cette détention de ce logement, pour bénéficier du régime du bailleur privé, il faut détenir absolument directement ou éventuellement via une société soumise au régime des sociétés de personnes, donc non soumise à l'impôt sur les sociétés. Alors, d'aucuns pourraient se demander pourquoi interposer une SCI, certainement pas pour démembrer, on le verra, puisque ça c'est interdit également. Donc on a tout de même le choix, on investit directement ou typiquement via une société civile pour cette activité civile. La location doit prendre effet dans les 12 mois de l'acquisition, donc on a quand même un délai pour pouvoir bénéficier du régime. Alors, ce que ne précise pas aujourd'hui la loi, c'est qu'est-ce qui se passe si je perds mon locataire. Normalement, on est censé louer de façon continue à quelqu'un qui a sa résidence principale. Donc, si on perd son locataire, ce qu'on imagine, parce qu'on a pu le voir dans d'autres dispositifs dans le Code général des impôts, c'est une tolérance qui avait été apportée par la doctrine administrative et qui permettait d'avoir un délai raisonnable pour retrouver un locataire. Et sur d'autres dispositifs, on a pu voir qu'il était indiqué un délai de 12 mois. Donc on ne va pas perdre après. Et on pense que l'administration donnera cette tolérance également pour ce régime. Donc on ne risque pas de perdre son régime si son locataire s'en va. Mais ça, ce sera aussi confirmé sans doute par la doctrine administrative. Alors, au-delà de cette notion de résidence principale, et ça c'était un point très important de la mesure, notamment pour le gouvernement, c'est le plafond des loyers et le plafond de ressources des locataires. Donc on a là un double plafond, et les logements doivent être affectés à la location intermédiaire, sociale et très sociale. Alors, le texte fait référence à des articles différents, mais qui existent déjà dans le Code général des impôts. Donc on peut retrouver un peu ce qu'on connaissait. La notion de location intermédiaire, finalement, on va retrouver les mêmes plafonds que sur le dispositif Pinel. Et la location sociale et très sociale, on va retrouver ce qu'on avait pour le dispositif Loc Avantage.
Donc voilà, c'est des articles qui existent déjà, et donc là, on fait référence directement à ces plafonds-là. On est en terrain connu. On est en terrain connu, exactement, avec des décrets qui vont sortir régulièrement, annuellement, et nous indiquer le plafond de loyer selon qu'on souhaite affecter au intermédiaire social et très social. Et donc, on doit s'engager aussi à ce que les ressources du locataire ne dépassent pas certains plafonds, qui là aussi sont les plafonds du dispositif Pinel pour l'intermédiaire et Loc Avantage pour le social et très social. Donc une fois encore, on renvoie à des dispositifs qu'on connaît déjà, avec des limitations de plafonds qui sont, quand on regarde, qui ne sont pas si basses que ça, parce qu'on pourrait s'interroger sur la notion d'intermédiaire social très social. C'est vraiment quelque chose qu'il faut regarder et qui se détermine zone par zone. Oui. Exactement comme les dispositifs Loc Avantage et Pinel. Donc selon les zones, on peut avoir plus ou moins de plafond de loyer ou de plafond de ressources. Okay. Et les plafonds s'apprécient au moment de la conclusion du bail. Donc si le locataire vient plusieurs années après ou même l'année d'après la conclusion du bail à avoir des ressources qui dépassent, ce n'est pas un problème en vertu du texte. D'accord. Et on réactualise aussi les plafonds à chaque changement de locataire ? J'imagine. Alors, c'est une bonne question. Oui. Il n'y a pas de précision dans le texte. D'accord. Il n'y a pas de précision dans le texte. Donc, pardon, ce qui veut dire qu'il n'y avait pas de précision non plus dans le texte à l'époque pour le Pinel, par exemple, ou non, enfin... Pas à ma connaissance, parce qu'effectivement, l'engagement de louer pendant 9 ans, qui est d'ailleurs un peu similaire à l'engagement Pinel, de la même façon, il fallait se placer au point de départ. Oui, donc, d'accord. Donc à ce moment-là, il faut respecter le régime. Il faut pouvoir, effectivement, en principe, en toute logique, quand on change de locataire, c'est vrai qu'on pourrait se dire il faudrait à nouveau se placer à cette date-là pour regarder le plafond. Sinon, ce serait un peu facile de contourner bien sûr, cette limitation. Donc, je pense que ce sera exactement la même chose, la même chose ici. Ouais, je pense. Okay. On a d'autres conditions, Stéphanie a commencé à l'évoquer. On a donc le propriétaire, il doit prendre l'engagement de louer nu son bien pendant une durée minimale de 9 ans. Et donc ça, c'est quand il détient le bien en direct. Et s'il détient par l'intermédiaire d'une SCI qui n'a pas opté à l'IS, le régime est subordonné à l'engagement de conserver les titres de la SCI, cette fois, pendant une durée de 9 ans. D'accord. Et ça, c'est très important parce que finalement, on a des sanctions si le bailleur ne respecte pas cet engagement. Et les sanctions, elles sont le rappel rétroactif des amortissements qu'il a déduits pendant une certaine période. Okay. Après, il y a un mécanisme, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais un mécanisme de lissage pour ne pas finalement réintégrer l'année au cours de laquelle on ne respecte pas tous les amortissements dans la tranche, parce que là, alors on pourrait passer d'un TMI, je sais pas, de 30 à 45. Oui, complètement. Donc, là, violemment, d'accord. Ouais, on a un mécanisme de lissage qui fait que finalement, on ne regarde que pour une seule année d'amortissement combien d'impôts supplémentaires je vais payer et je vais multiplier par le nombre d'années que je ne vais pas respecter. D'accord, ok. Et que je vais régler Non, que je paye quand même en une fois, mais il y a cet effet de lissage. Oui, complètement. Mais qui est un peu similaire au mécanisme de rattrapage du Pinel aussi. C'était un peu le même mécanisme. Après, le Pinel, comme c'était directement du crédit d'impôt, malheureusement, on avait directement un remboursement à l'année du rattrapage. Et oui, c'est un paiement en une fois. Ok, effectivement. d'accord. Et juste peut-être les cas de remise en cause, c'est tout simplement si on arrête de louer, on imagine pendant une durée de plus de 12 mois. Oui. Comme disait Stéphanie tout à l'heure, on ne sait pas combien de temps on a le droit de retrouver un locataire. Mais aussi le fait de céder son logement, là, clairement, on ne va pas respecter son engagement. Donc ça, ce sont des cas de remise en cause. Ou alors, je loue à une personne qui ne respecte pas les plafonds, ou je ne respecte pas le plafond du loyer. Encore une fois, je ne respecte pas les conditions. Non, bien sûr, oui. Une remise en cause. Ouais. Voilà. Ok. Je profite du passage de parole parce que j'ai une question pour laquelle on a déjà donné des éléments, mais je le redis. Donc, on ne peut pas louer aux ascendants ni aux descendants, notamment. Je le réinsiste là-dessus puisque la question a encore été posée. Donc, c'est pas comme le Pinel, là, pour l'instant, on n'a pas cette mesure. Ça ne veut pas dire qu'on ne se bat pas pour faire en sorte que ça soit le cas dans quelques temps, mais là, pour l'instant, non. Oui. Et jusqu'au 2e degré, juste pour que ce soit clair pour tout le monde, deuxième degré, oui. Okay. C'est que c'est le parent
et l'arrière-grand-parent, Oui, et de la même façon, l'enfant et le petit petit, enfant. d'accord. Ok. Et frères et sœurs, ça rentre dedans aussi. Les frères et sœurs, oui. Ouais, Mhm. voilà. Mais ce qui est tante, cousin, oncle, Là, c'est bon. là c'est bon après. Ok, Ouais. On est sur 3e, 4e degré, donc Ah, on devrait ok. être bon. d'accord. Ok. Merci. Et de la même façon, le parent d'un partenaire de Pacs, a priori, rentrerait pas dans la définition de l'allié. Oui. Donc mhm. on pourrait, a priori, rentrer D'accord. Ouais. dans ce cas-là. Donc, il faut se paxer. Voilà. On a quand même moins de sécurité en se paxant plutôt que le mariage. Hein, mais, Mais c'est un autre sujet. oui. Donc là, on rentre dans le bénéfice Oui, ah oui, de la réforme. Donc une fois qu'on a respecté toutes ces conditions, on va pouvoir, en tant que propriétaire ou au travers de la détention de sa SCI, bénéficier d'un amortissement annuel. Mhm. Alors cet amortissement, il est assis sur la valeur des constructions par opposition au terrain. Alors de façon forfaitaire, il a été décidé dans le texte que dans son prix d'acquisition, quelque part, on a 80% qui est représenté par les constructions et 20% par le terrain. Donc ces 20%-là ne sont pas amortissables. Donc on va pouvoir amortir 80% de son prix de revient. Alors les taux, effectivement, on l'avait brièvement évoqué, Oui. dépendent de la question de savoir si on loue dans le neuf, enfin, est-ce qu'on a acheté du neuf ou est-ce qu'on a acheté de l'ancien qu'on a réhabilité. Mhm. C'est la première distinction. Et puis, est-ce qu'on affecte le logement à une location intermédiaire, sociale ou très sociale. Et donc, comme on peut l'imaginer, sociale et très sociale permettent d'avoir un taux supérieur. Alors, le texte précise que l'amortissement, c'est une question, que l'amortissement est calculé sur le prix d'acquisition du logement Mhm. net de frais. Oui. Alors, ce net de frais, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, de façon très claire et évidente, tout ce qui est droit d'enregistrement et frais de notaire, ça, on se dit bien que ce sont des frais, donc forcément, ce n'est pas dedans dans ce calcul des amortissements. La question qu'on aurait pu se poser, c'est quid de la TVA quand j'achète neuf? Est-ce que la TVA rentre dedans ou pas? Alors, on a plutôt tendance à considérer que la TVA ne devrait pas rentrer dans l'assiette amortissable. Vous me rassurez. Et donc là, ça vient de la terminologie, un net de frais. Si on regarde d'autres dispositifs, Oui. comme le Pinel, par exemple, Mhm. là, très clairement, on nous expliquait qu'on prenait en compte l'ensemble des frais, dont la TVA. Donc on voit bien d'accord. que soit on nous dit que c'est dedans, Oui. soit un net de frais, c'est net de tous les frais. Parce que finalement, pour un contribuable, comme on loue nu l'actif, la TVA, c'est un coût. Finalement, c'est plus de la TVA pour quelqu'un qui achète et bénéficie de ce régime. Donc les frais, ce sont tous les frais, y compris la TVA. Donc on a quand même ces 80% sur son prix d'acquisition. Voilà. Et la période d'amortissement, alors le point de départ de cet amortissement-là, ça va être l'achèvement de l'immeuble, ou évidemment, si on a acheté en VFA, ça va être la date d'acquisition, ça va être le point de départ. Alors, comme dans d'autres mécanismes, on aura une sorte de système de prorata temporis. Donc, si j'achète le 1er juillet, je pourrais déduire la moitié de l'amortissement de l'année. Et ensuite, je peux continuer mon amortissement chaque année qui sera exactement le même, puisque c'est un amortissement fixe pour les 80% donc, de mon prix d'acquisition. Alors, il y a un plafond qui est un plafond de déduction de 8 000 € par foyer fiscal. Plafond qui peut être augmenté si on fait du social et très social, donc ça peut être 10 000 ou 12 000. Ça ne rentre pas dans le fameux plafond global de niche fiscale, donc c'est à part. Mais effectivement, c'est tout de même limité à ce montant-là par foyer fiscal. Donc foyer fiscal, c'est la déclaration commune du foyer. Maintenant, on n'est pas obligé d'être tout seul dans son investissement. Donc on pourrait tout à fait imaginer, en tout cas à la lettre du texte, des parents pourraient décider de co-investir avec des enfants majeurs qui ne sont pas sur le même foyer fiscal ensemble. Oui. Donc les parents auraient la possibilité d'amortir avec ce plafond de 8 000 € et les enfants qui ne sont pas sur le même foyer fiscal pourraient bénéficier aussi de ce plafond, à hauteur, une fois encore, de 8 000 €. Donc ça aussi, c'est intéressant parce que
finalement, comme ce dispositif est vu un peu comme un investissement long terme, tout de même pour les acquéreurs, ça peut rester tout de même un investissement familial, quelque part. Oui, à travers un peu une SCI, par exemple. Ça peut être au travers d'une SCI, effectivement, pour faciliter un peu... oui, tout à fait, cet investissement et l'organisation dans la famille. La contrainte, c'est juste on ne loue pas à un membre de sa famille, mais on n'a pas cette interdiction de co-investir avec sa famille. Par contre, on a effectivement cette limitation de 8 000 € par foyer. Mais on amortit quand même la quote-part du bien. Enfin, on ne peut pas amortir 2 fois. Non, ce serait trop beau pour être vrai. Je pense qu'on aurait commencé par ça s'il y avait cette possibilité. Je fais juste une toute petite parenthèse parce que, comme je l'ai dit, le dispositif peut être amené à évoluer, donc on va tenir compte des enseignements. Et d'ailleurs, je m'adresse à ceux qui nous écoutent, on va avoir un suivi assez précis du nombre de statuts commercialisés. Donc c'est important que les promoteurs, donc je compte sur vous, chers auditeurs ou téléspectateurs, pour faire remonter l'information auprès des différents observatoires pour qu'on ait une vision très claire de ce qui se fait en termes de statut du bailleur commercialisé. Est-ce que ça marche ? Est-ce que ça ne marche pas ? Parce que ça va nous servir dans nos échanges avec les pouvoirs publics, avec le ministère du Logement, pour éventuellement voir justement les enseignements qu'on peut en tirer et comment faire évoluer les choses. Ça, c'est la première remarque que je voulais faire. La deuxième, c'est qu'en général, on attend toujours un BOFIP, mais là, le BOFIP arrive après la bataille. Donc là, on va honnêtement privilégier, ça a déjà été le cas, plutôt des questions écrites. Donc de parlementaires au ministre du Logement ou au ministre des Comptes publics pour avoir des précisions. Donc ce sujet de TVA, net de frais, etc., ça peut être vraiment un sujet, il faut qu'on pousse ce sujet-là auprès donc là c'est plutôt le ministre des Comptes publics pour avoir une réponse claire et pas être dans un flou préjudiciable. Oui, surtout que ça a un impact parce que ça a un impact, bien sûr. Et finalement on peut le voir comme quelque chose de défavorable, le fait de ne pas prendre la TVA dans l'assiette, mais moi j'ai envie de dire c'est quand même favorable parce qu'on vient augmenter le montant de l'investissement potentiel. Donc on passe plutôt sur des investissements autour de 350 400 000 qui seraient éligibles, donc ça veut dire qu'on pourrait peut-être en faire 2 par foyer fiscal. D'accord. Donc, alors que si on met la TVA dedans, c'est vrai qu'on réduit mécaniquement le montant de l'investissement. Effectivement, oui. Voilà. Donc c'est un point à avoir en tête. Okay. Donc c'est bien si on a les informations effectivement à ce sujet, une confirmation est bienvenue. Concernant les taux d'amortissement, donc Stéphanie l'a dit, on est sur pour le logement neuf, on commence à 3,5 sur la location intermédiaire. Ensuite, on augmente d'1 point à chaque fois, en fait. C'est 1 point en plus en loyer au logement social et on arrive à 5,5 en logement très social. Donc, ce qui fait que on pourrait se dire que à 3,5, c'est beaucoup moins avantageux. Oui, certes. Mais en fin de compte, on a une durée d'amortissement qui est aussi plus longue, puisqu'on peut amortir 80% sur toute la durée du bien. Oui. Donc, finalement, si on a un amortissement à 3,5, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on peut amortir le bien pendant 28 ans. Donc on vise ici effectivement des investissements à long terme. Donc c'est intéressant d'avoir ça en tête. Et de la même façon que ce que disait Stéphanie, le montant de l'amortissement va aussi changer, le plafond. On passe de 8 000 en location intermédiaire à 10 000 € et ensuite 12 000 en location très sociale. Donc ça, c'est les plafonds pour tout ce qui est logement neuf. Alors, logement ancien, sur le papier, le taux est un petit peu moins élevé. Oui. Et l'augmentation également. C'est finalement, on part de 3, on va à 3,5 et on va à 4. Alors, pour le logement ancien, heureusement, comme on est obligé de faire des travaux, on va quand même prendre en compte dans l'assiette les travaux. Donc, on va avoir son prix d'acquisition, plus l'intégralité des travaux sur cet investissement-là. Hors TVA, c'est toujours un peu le même sujet. Et donc, effectivement, on a un impact également sur la durée d'amortissement à ce titre. Mais quelque chose d'assez simple et d'assez lisible pour les investisseurs. Donc ensuite, évidemment, on s'interroge du traitement de la plus-value en cas de vente du bien, effectivement, à l'échéance du délai de 9 ans, donc au bout de 10 ans ou postérieurement.
Donc, ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'on est dans le régime des plus-values immobilières des particuliers. C'est un taux à 19% au titre de l'impôt sur le revenu Oui. et 17,2% au titre des prélèvements sociaux. Donc, on a un taux global de 36,2%. Donc, ce qui peut représenter des sommes conséquentes, effectivement. Plus la plus-value est élevée, Importante, ouais. plus on va payer au moment de la sortie. Ce qui est important, il y a deux choses. On est calqué là sur le régime LMNP. Il y a deux choses à savoir. C'est on peut appliquer les abattements pour durée de détention. Oui. Donc ça, c'est très avantageux. Ce qui veut dire qu'on aura une exonération d'impôt sur le revenu après 22 ans Oui. et une exonération de prélèvements sociaux, parce qu'on n'est pas sur les mêmes assiettes, sinon ce serait trop facile, au bout de 30 ans. De 30 ans. Donc au bout de 30 ans, on serait complètement exonéré, peu importe l'assiette, peu importe le montant de la plus-value, on serait totalement exonéré d'impôt. Par contre, le biais là-dedans, et c'est comme en LMNP, c'est que comme on a amorti pendant la durée du bien, finalement, mon prix, je vais comparer mon prix de vente avec mon prix d'acquisition majoré des amortissements. Mais c'est une règle qui est assez logique. On la retrouve aussi dans les sociétés qui sont à l'IS. Elles ont le droit d'amortir. Et finalement, la valeur d'acquisition de mon bien diminue des amortissements. Je vais garder une valeur réduite des amortissements, et ce qui est logique dans le dispositif. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que finalement, après une période longue de détention, on serait complètement exonéré. Ok, ouais. Et l'abattement commence à s'enclencher au bout de la 6e année, c'est ça? Oui, tout à fait. Pour arriver donc à 0, Oui, et au on bout de la avait- 22e année pour l'IR et 30 Exactement. ans pour les prélèvements sociaux. Ouais, c'est des taux spécifiques chaque année. On n'est pas du tout sur les mêmes taux entre. Oui, en plus, l'IR et ouais, tout à fait. La prélèvement pente, c'est sociaux. pas la même. C'est pour ça qu'on n'est pas exonéré Ouais, tout à fait. totalement Ok. au même moment. Voilà. D'accord. Mais ça, c'est un point à avoir en tête. Voilà. Mais c'est vrai que tout le monde s'offusquait au moment où, au régime LMNP, au départ, on n'était pas obligé de faire cette réintégration. Finalement, ils l'ont passé, je crois que c'était l'année dernière ou l'année d'avant, Oui, dans la loi de je crois que c'est finances. L'année dernière. me semble-t-il. Ouais. Tout le monde s'est offusqué en disant c'est pas normal. Oui, alors si, c'était quand même la correction d'une anomalie, déjà de base, parce que pour les sociétés à l'IS, c'est ce qu'on fait. Et deuxième chose, c'est que finalement, on a les abattements pour durée de détention. Oui. Donc, finalement, normalement, si on est sur un investissement long terme, Si on on n'a pas est ces sur une sujets. logique patrimoniale, effectivement, ouais. On s'y retrouve avec les abattements, quoi. Oui, tout à fait. Alors, on a voulu mettre un exemple chiffré parce qu'il y a un élément quand même qui est très important dans ce régime et qui se distingue beaucoup du régime LMNP à ce titre. C'est qu'est-ce qui se passe quand j'ai du déficit. Parce que c'est vrai que quand on est en LMNP, il arrive sur certains investissements, alors soit au début, quand on commence à investir en LMNP, parce que là, pour le coup, on peut déduire en LMNP les frais de notaire, les droits d'enregistrement, donc on peut avoir effectivement pas mal de pertes au début. Et puis, sur certains investissements, tout simplement, comme on peut aussi amortir son bien, on peut être dans une situation où chaque année, on a un petit peu de déficit. En LMNP, ce déficit, il n'est imputable que sur des revenus de même nature. D'accord, ok. Donc, si on a un LMNP, Oui. bon, c'est super, C'est- on a du déficit reportable, mais on va le reporter finalement que sur le même investissement. Donc, il faut que le loyer augmente, il faut... Et qu'on perd au bout de 10 ans, en plus. Et qu'on perd au bout de 10 ans, effectivement. On a une limitation de report. Bon, c'est déjà bien, mais voilà, on n'a pas... ça devient intéressant peut-être si on a plusieurs LMNP, qu'on peut compenser un peu les profits, mais on a cette limitation d'utilisation des déficits. Ici, avec le régime bailleur privé, et c'est là quand même une différence qui est très intéressante pour les investisseurs, c'est que si on génère du déficit, et là il se trouve que dans l'exemple que l'on donne ici, on génère du déficit, et bien ce déficit va être imputable non pas seulement sur mes revenus locatifs, sur un investissement que j'aurais fait dans le cadre de ce dispositif, mais sur l'ensemble de mes revenus. Donc je vais pouvoir minorer mon assiette soumise à l'impôt sur le revenu, donc, y compris sur mes salaires. Et donc ça, c'est une vraie distinction entre le LMNP et ce régime. Donc c'est quelque chose aussi à prendre en compte si on fait des comparables, parce qu'on peut le voir un peu dans la presse, certains comparent la rentabilité nette de fiscalité d'un régime LMNP par rapport à un régime bailleur privé. Alors oui, effectivement, à un instant T, on peut regarder la pure rentabilité, mais il faut aussi prendre en compte cet aspect fiscal, parce que quelque part, on a un gain fiscal lié à cet amortissement, si d'aventure on a un peu de déficit.
Donc ici, on a pris un exemple avec un appartement situé à Lyon dans une zone A avec un prix d'acquisition. Donc par hypothèse, hein, on a considéré qu'on avait un amortissement uniquement sur le prix hors taxe, la partie construction du prix hors taxe. Évidemment, on a des charges, on est propriétaire, donc on a les charges de copropriété, on a la taxe foncière, donc tout ça est bien déductible du revenu foncier. Il ne faut pas oublier les charges d'intérêt d'emprunt, donc si on emprunte, les intérêts sont également déductibles, et puis évidemment on a les recettes en face, et on a ce fameux amortissement. Et donc dans cet exemple-là, on voit que les amortissements, finalement, sont quand même très importants. Ne serait-ce qu'en valeur absolue par rapport au loyer locatif annuel dans notre exemple sur une affectation à une location intermédiaire, on est à presque 8 000 € en revenus locatifs. L'amortissement, on voit qu'il est à quasiment 6 000 €, donc on n'est pas loin. Et finalement, quand on rajoute les autres charges, eh bien, on est dans une situation déficitaire. Et donc, au niveau de cet investissement-là, chaque année, on va donc générer du déficit qu'on va pouvoir imputer directement sur ces autres revenus. Et donc ça, c'est vraiment une différence importante avec le régime LMNP qu'il faut vraiment souligner. Mais on a quand même un plafond de déficit foncier à 10 700. Alors, on a effectivement tout de même, vous avez raison, un plafond de déficit foncier. Après, alors ça se calcule, mais il est vrai que si on calibre son investissement par rapport 10 700, au plafond de 8 000 € auquel nous donne droit le régime, bon, normalement, on ne devrait pas atteindre ce plafond. Mais oui, vous avez raison. Si on a d'autres investissements par ailleurs, on est tout de même limité à ce plafond-là. J'en profite encore une fois, une petite parenthèse pour dire ce qui se passe, je sais pas, c'est pas sous le capot, quoi, mais pour la petite histoire. Si on résumait toute notre année 2025, voire jusqu'au 21 février 2026 à une seule journée, la possibilité d'obtenir effectivement cette imputabilité sur les revenus globaux et non pas simplement sur les revenus fonciers, ça s'est passé dans les 5 dernières minutes de la journée. Je veux dire par là que j'avais encore des réunions à Matignon en décembre où il était absolument hors de question, avec le conseiller fiscaliste du Premier ministre, c'était hors de question d'avoir la déductibilité sur les revenus globaux, et eux considéraient que c'était anti-économique et que la déductibilité elle se faisait sur les revenus fonciers, point à la ligne, on n'en est pas plus loin. Donc là aussi ça a été un dernier coup de boutoir donné à la toute fin dans les 5 dernières minutes qui ont permis d'obtenir effectivement cette possibilité, en leur expliquant très clairement que si on n'avait pas la déductibilité sur les revenus globaux, le dispositif n'avait absolument aucun intérêt. Donc on a réussi à faire preuve de persuasion, mais c'est quelque chose qui est revenu vraiment à la toute fin. Et heureusement, parce que là on a fait un exemple avec de la location intermédiaire, mais en fait on comprendra assez facilement que si d'aventure on veut faire une allocation à du social, voire du très social, ce qui est probablement la volonté du texte, puisqu'on peut avoir un amortissement supérieur, mais on sait que parallèlement on a un rendement inférieur. Donc si on affecte à du social ou très social, mécaniquement, on va nécessairement avoir plus de déficit. Donc, bravo. Merci. Effectivement, c'est vraiment une part très positive et vraiment à mettre en avant sur ce dispositif. Autre parenthèse, pardon, je suis désolé, mais sur la question de la compatibilité, parce que je vois pas mal de questions passer sur les normes environnementales à prendre en compte. C'est les normes environnementales au moment du dépôt de permis de construire, il n'y a pas de sujet, quoi. C'est pas uniquement les opérations en RE 2020 ou en RT 2012 ou ceci, cela, quoi. Il n'y a pas de contraintes environnementales. Alors Didier, nous ne sommes que fiscalistes et malheureusement, votre je le dis alors. Est bien trop précise pour nous. Donc, mais nous sommes ravis de regarder. Non, enfin c'est pas une question, mais il n'y a pas. Il n'y a rien dans le texte. J'ai envie de dire, ça fait 2 pages ou 3 pages. C'est l'article 47 de la loi de finances, lisez-le, c'est aussi parfois c'est très compliqué, là il est quand même assez simple, après il y a des références toujours, mais c'est très clair, quoi. Il y a pas on n'est pas sous le régime Pinel, ou le Pinel Plus, où il fallait être seuil 2025 de la RE 2020, c'est l'acte d'achat qui fait foi, vous achetez un logement neuf en VFA, vous le payez, vous venez de l'acquérir après le 21 février 2026, c'est bon.
peu importe si cette opération elle a été élaborée sous le régime de la RT 2012, il n'y a pas du tout oui, ça, c'est très de clair. disposition de ce type-là. Non, il n'y a aucune autre condition. Qu'on soit, ouais. Dans les En tout cas, conditions. dans le texte fiscal, elles y sont Mais pas. il n'y a Oui, pas de, non, il n'y a pas d'autre texte. Donc, Non, bah, voilà. je pense qu'il y a pas C'est de la souci. finance qui a créé ça. Il Oui, elle exactement. n'impose rien. Non. Il n'y a pas de décret d'application. Donc, allez-y, quoi. Il n'y a pas de sujet. Tout à fait. Donc pour ce qui est de la compatibilité avec d'autres dispositifs, on a très clairement dans le texte des incompatibilités qui sont notées, notamment avec le dispositif de Normandie ou Malraux. Et on s'est également posé la question du dispositif Loc Avantage qui offre une réduction d'impôt aussi aux contribuables dans certaines conditions. Et en fait, ça ressort pas du texte, mais par contre, c'est une incompatibilité quand même, parce que quand on regarde l'article du Loc Avantage, il précise bien que les revenus, les dispositifs de l'article 31 du CGI, où figure le dispositif du bailleur privé, sont incompatibles avec le Loc Avantage. D'accord. Donc la conclusion est que c'est pas compatible. Ok. Donc c'est soit l'un, soit Donc l'autre. pas de réduction Non, d'impôts liés supplémentaires. Ouais. Tout à fait. Ok. Ce qui ressort de pas mal de dispositifs préexistants, d'une manière générale, quand il y a un avantage fiscal, il y a cette sorte de limite. On ne peut pas avoir un double avantage et donc typiquement on notera aussi qu'on ne peut pas bénéficier du microfoncier aussi. On ne peut pas avoir un abattement forfaitaire complémentaire si on bénéficie de ce régime. Mais c'était déjà le cas aussi avec le Pinel. Typiquement, on ne pouvait pas non plus rentrer dans ce dispositif-là pour avoir des abattements supplémentaires. Mais ça fait sens en tout cas. Ça fait sens. Et on nous a également posé la question, est-ce que ce régime est compatible avec le régime du LLI, donc la location intermédiaire? Voilà. J'ai beaucoup de questions dans ce sens-là. Parce que c'est une vraie question. Parce que en fait, on n'a pas les mêmes avantages fiscaux, donc la question elle est légitime. Et pour nous, il n'y a aucune condition du bailleur privé qui s'oppose à faire du LLI en même temps. D'accord. Donc, on le verra juste après sur la slide d'après. On a comparé les conditions du LLI avec les conditions du bailleur privé. Et le bailleur privé est moins restrictif. Donc, en fait, ça veut dire qu'on peut cumuler les deux, à condition de respecter les conditions du LLI. Ok. Et donc, alors, nos promoteurs sont toujours ingénieux. Donc, j'ai une autre question. C'est pas la compatibilité LLI et statut du bailleur, mais aussi PLS et statut. Est-ce que c'est compatible ou pas sur les PLS? Alors, c'est une bonne question également. C'est une bonne question. A priori, il n'y a pas d'interdiction. Il n'y a pas d'interdiction. Il n'y a pas de lien, il n'y a pas d'interdiction. De toute façon, pour qu'on ne puisse pas utiliser deux dispositifs, il faut qu'il que le Code général l'interdise. Que ce n'était pas possible. Et donc, c'est le cas pour de Normandie, Malraux, Loc Avantage par renvoi de texte. C'est tout. Après, les conditions sont posées. Et on n'a pas d'exclusion par rapport à un autre dispositif aujourd'hui. Et a priori, on va dire dans l'esprit du texte, pourquoi alors qu'on veut redynamiser et qu'on veut inciter les investisseurs à aller vers du locatif intermédiaire, qui en principe est un petit peu sous les loyers de marché, et du social et du très social, pourquoi mettre une incompatibilité avec du PLS et en face des locataires qui pourraient bénéficier de l'APL? On reste dans le même esprit, j'ai envie de dire, sur l'intention, à mon sens, du législateur sur ce dispositif. Donc non, pas d'interdiction textuelle, pas de lien à ce titre-là. Oui, il faut regarder parce qu'on a des plafonds quand même qui sont, je crois, pas les mêmes pour les ressources. Absolument, oui, tout à fait. Donc, à partir du moment, vous appliquez le plafond le plus bas. Oui. Et en théorie, entre le PLS mais je crois que les plafonds sont assez similaires. Je pense qu'ils doivent être assez similaires, effectivement, Donc voilà, mais il faut respecter effectivement les plafonds de loyer et de ressources des deux dispositifs, et auquel cas on n'a pas d'incompatibilité de principe. Après, il faut regarder au cas par cas. Il faut regarder au cas par cas de ce qu'on a vu. Normalement, les plafonds de ressources du bailleur privé devraient être légèrement inférieurs à ceux du PLS. Donc en principe, si on est dans le bailleur privé, on doit pouvoir être dans le PLS. L'inverse n'est pas forcément toujours vrai, même si on n'est pas très très loin. Et qu'on est presque sur les mêmes zones, mais pas tout à fait sur les mêmes zones. Il y a ça aussi. Donc c'est là où ça peut arriver. Ok. Non, mais nous, la FPI, l'analyse elle est claire. On peut se cumuler
PLS et statut du bailleur privé. À partir du moment où c'est pas... Enfin, le texte est clair, hein, il dit que c'est pas compatible avec le de Normandie, avec les investissements dans les Outre-mer ou autres, mais il ne dit pas ça n'est pas compatible avec le PLS. Donc, ce qui n'est pas interdit... Est autorisé. Voilà. Merci. Mais dis donc, vous ne seriez pas fiscaliste? Alors, on vous a remis ici on va dire les conditions un peu du LLI versus bailleur privé. Alors, il y a quelque chose d'important quand même à garder en tête. Le LLI nous impose d'avoir une personne morale. Donc, ça signifie qu'il y a une compatibilité, mais à ce moment-là, il faut nécessairement acheter avec sa SCI. La SCI est compatible avec le LLI. Donc, on peut tout à fait avoir une SCI, avoir le bailleur privé, bénéficier du LLI. Alors, attention, le LLI, on peut faire de la location nue et de la location meublée. Je le rappelle, nous n'avons pas de location meublée avec le bailleur privé. Exactement. Donc, une partie du LLI, effectivement, est compatible avec le bailleur privé. Bon, on a du zonage en LLI qu'on n'a pas en bailleur privé. Donc, effectivement, il faut a priori plutôt regarder avant les conditions du LLI qui sont quand même un petit peu plus strictes, on va dire. Et ensuite, de fait, on devrait pouvoir bénéficier du bailleur privé en même temps sur ce régime-là. Et donc là, c'est vrai que sur des acquisitions neuves ou réhabilitées, tout de suite, on se dit, tiens, ça devient intéressant parce qu'on sait qu'on a une réduction du taux de TVA et un revenu foncier qui est... une taxe foncière qui est exonérée. Exonérée, oui. Exactement. Et on a effectivement les mêmes plafonds, LLI ou location intermédiaire en bailleur privé, c'est la même chose. Plafond de loyer et plafond de ressources, on est sur les mêmes montants. D'accord. Alors ça semble clair, mais on a quand même encore, c'est vrai, pas mal de questions quand même autour de ce régime de bailleur privé. Mais je pense que c'est des questions effectivement... alors, sans doute par le biais de questions ministérielles, on espère avoir des réponses. Mais typiquement, si je commence à louer en location intermédiaire, que je perds mon locataire et que finalement le suivant répondrait aux conditions du social, est-ce que je change de taux? Ah, oui. Bon, est-ce que je peux augmenter et repartir sur une nouvelle base d'amortissement? Bon, il n'y a clairement pas la réponse dans le texte. Mais ça ne nous semble pas du tout incompatible. Incompatible parce que en tout cas, nous, si on doit raisonner par rapport aux sociétés IS, oui, on n'est pas censé changer de plan d'amortissement, mais si on a de bonnes raisons pour recalculer le plan d'amortissement, on doit pouvoir le faire. Donc là, de la même façon, ça semblerait plutôt logique de se dire, en fonction de mon nouveau locataire, je vais peut-être pouvoir ajuster mon taux. Bon, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas applicable. Une autre question qu'on se pose aussi, c'est quid à l'issue des 9 ans? J'ai respecté toutes les conditions. À l'issue des 9 ans, qu'est-ce qui se passe? Alors, a priori, comme je bénéficie de l'amortissement, on l'a vu, sur 20 et quelques années, voire plus de 30 ans, sous réserve de louer pendant 9 ans sous certaines conditions, à l'issue des 9 ans, en toute logique, je dois pouvoir continuer d'amortir. Alors, ce qu'on se dit néanmoins, c'est que si je ne loue plus le bien, si par exemple je souhaite que mon enfant bénéficie de ce logement gratuitement, ce ne serait pas logique et légitime de pouvoir amortir. L'amortissement vient en phase de recette. Donc si je cesse la location, mon amortissement devrait cesser. Par contre, si je continue de louer, il n'y a pas de raison, bien sûr, que je ne puisse pas amortir. Voilà. Si on a une lecture stricte du texte, d'ailleurs, on doit pouvoir considérer que je ne devrais même plus avoir de conditions attachées à ma location. Donc je devrais, en toute logique, pouvoir louer... au prix du marché. Au prix du marché, si je peux le faire, et puis louer peut-être à des membres de ma famille. Enfin, il faut juste que j'ai respecté ces conditions pendant 9 ans. Donc sur la base du texte, il semble qu'on retrouve une liberté à l'issue de ces 9 ans et qu'on puisse continuer d'amortir. Et puis c'est là l'intérêt du texte. Si l'amortissement s'arrêtait à l'issue des 9 ans, ça tuerait un peu le bénéfice du texte. Et donc ça, c'est quand même un élément intéressant aussi, parce que dans cette idée de construction patrimoniale, et donc je le rappelle, a priori, cette capacité aussi de pouvoir investir avec ses parents, ses frères et sœurs dans le même bien, voire dans plusieurs biens, avec une intention de détenir sur le long terme, on doit pouvoir se dire qu'au bout de 9 ans, on retrouve
cette liberté qui est sans doute importante pour certains investisseurs qui seraient intéressés par ce régime. Alors on pense qu'on aura quelques réponses via les questions ministérielles, peut-être quelques interprétations qui seront bienvenues par la doctrine administrative. Tout de même, on peut saluer un dispositif relativement clair, vous l'avez dit vous-même. Ça se lit bien. Ça se lit bien. Il n'est pas trop compliqué. Bon, il y a quelques renvois qui ne sont pas évidents, mais qui finalement renvoient à des plafonds de ressources et de loyers qu'on connaissait. Donc c'est un système quand même qui est relativement simple à comprendre. Et ça, c'est important aussi vis-à-vis des investisseurs potentiels qui ne connaissent pas encore forcément très bien ce régime. Il a l'avantage de la simplicité. Oui, tout à fait. À force d'avoir circulé entre les amendements, les textes de loi, etc., je ne suis plus sûr, mais il me semble, en tout cas à un moment c'était prévu, il était même dit noir sur blanc que l'amortissement s'arrêtait quand on avait remboursé, quand on avait amorti 100% de son bien. Oui, alors c'est dans le texte. C'est dans le texte. Oui, c'est dans le texte. Ouais. Donc c'est bien la preuve qu'on peut amortir jusqu'au bout après les 9 ans. Quoi. Oui, c'est notre lecture, sinon ça n'aurait pas été précisé. Sinon ça n'aurait pas été précisé. C'est juste pas possible techniquement, donc oui, tout à fait. Ouais. Ok. Quelques questions. Là, vous l'avez dit, il faut que c'est un immeuble, donc il faut qu'il y ait les logements les uns sur les autres. J'ai une question sur les maisons en bande. En fait, donc, si je comprends bien, les maisons en bande, c'est possible, ce qu'ils appellent copropriété horizontale, à condition que j'ai une chambre qui soit au-dessus de la propriété de mon voisin. Une imbrication. Si on a une imbrication, c'est-à-dire qu'on fait preuve d'originalité architecturale. Alors, je ne suis pas certaine. Est-ce qu'il ne faut pas minimum 2 logements je sais pas. Distincts? Ah oui. C'est-à-dire si c'est le même logement et qu'il y a une Non, communication... c'est deux propriétés. Oui, mais moi, mon logement est un peu au-dessus du logement du voisin. Alors, on nous parle quand même d'habitation immeuble collectif. Ouais. Donc, c'est sûr qu'une maison à 2 étages, quand bien même elle sera en copropriété... Alors oui. Non, moi, la question se pose. Alors, de toute façon, la question est posée, je le redirai sans doute à la fin. Il y a en tout état de cause un SAV, et les questions auxquelles on n'aura pas eu le temps de répondre trouveront une réponse dans le SAV. Donc cet élément-là est bien pris en compte. Donc voilà. Donc, pour les copropriétés horizontales, encore une fois, ont les mêmes règles que la loi Pinel. Donc on va repréciser tout ça. La TVA, on l'a évoqué, mais je le redis, on va quand même demander une précision à travers une question écrite pour être vraiment sûr de l'interprétation. Oui, donc il y a beaucoup de choses. L'amortissement 80%, est-ce que c'est le bien TVA comprise ou TVA non comprise? Vous avez évoqué le sujet, c'est toujours la même question. Et qu'on comprend tout à fait. Nous, c'est vrai que par réflexe, au départ, on s'était dit que ce serait TTC, mais par réflexe avec les anciens dispositifs qu'on connaissait. Mais non, voilà, le texte, malheureusement, a l'air assez clair à ce sujet. On est sur du hors-taxe. Alors à 20 ou à 10% si on est en LLI. Vous l'avez évoqué un peu en creux, donc on peut répondre directement à la question en disant l'amortissement de 8 000 € par foyer fiscal est à considérer par bien acquis. Si le foyer fiscal acquiert 2 logements, il peut donc amortir 2 fois 8 000. Ça, non. Non. Ça, non. Non. Ça, non. Par contre, il peut amortir 8 000 avec 2 logements si on respecte, si c'est des petits logements, par exemple, ou autre. Mais on ne peut pas faire 2 fois 8 000. Ça, c'est... Par contre, on peut faire 8 000 une année et racheter un bien l'année suivante et... Comme on va amortir chaque année, chaque année, on est limité par 8 000 €. Donc, si avec un bien, on est déjà à 7 000 € et que l'année suivante, on peut pas. Oui, c'est pas. Non, vous avez raison. Non, c'est moi on reste plafonné. Donc, au bout des 9 ans, est-ce qu'on peut appliquer un loyer libre? On a évoqué le sujet. A priori, oui. A priori, oui. Ce serait bien d'avoir une confirmation. Mais aussi, confirmation également. Voilà. Oui, le texte ne prévoit pas que l'amortissement soit au prorata temporis, vous l'avez dit. Si, la première année, si on fait que 6 mois. La première année. 6 mois. Et puis après, on amortit 3,5 par an. Oui. Et si on vend son bien au bout de la 15e année en février, ce sera 2 mois. Oui, tout à fait. Complètement. Ouais. Ok.
Résidence service, bon, on verra. Plafond de déficit calculé par bien ou par au global. On va peut-être passer au sujet suivant. Allons-y. Voilà, il y a encore pas mal de questions, mais c'est un peu toujours les mêmes sujets. Je pense qu'on en a quand même évoqué beaucoup de choses. Et encore une fois, le SAV, n'hésitez pas à vous y référer. Juste pour conclure sur le statut du bailleur privé, une information pour dire que la FPI va lancer une campagne de communication à partir du 2 avril sur le statut du bailleur privé, donc campagne de communication dans la presse, donc des encarts sur le statut, à la radio. Donc un nombre assez conséquent de spots sur le statut du bailleur privé, expliquant que, sans dévoiler, on peut transformer ses impôts en mètres carrés, par exemple, c'est pour faire passer le message, ou qu'il n'y a pas besoin d'être riche pour investir grâce à l'emprunt dans un bien et qu'on dispose de réduction fiscale. Enfin, il y aura ces messages qui vont être dévoilés donc, à partir du 2 sur 2 ou 3 semaines, donc une campagne assez intensive, et également sur les réseaux sociaux, sur les sites internet. Si vous allez sur le site Les Échos ou Le Monde, vous aurez ce qu'on appelle une campagne display, c'est-à-dire des petits bandeaux donc, expliquant le statut du bailleur privé. Donc un investissement important de la FPI pour ses adhérents. Voilà. On continue sur la fiscalité immobilière, mais d'autres sujets. Le fameux reste, comme Le vous fameux- disiez et le- au voilà, début, et le et le reste. Alors, en matière immobilière, le plus marquant, selon nous, ou en tout cas celui dont on a entendu pas mal parler, c'est le durcissement des conditions de l'article 150 0 BTR. Donc là, c'est le cas d'un entrepreneur qui décide de vendre son entreprise et qui va donc l'apporter à une holding pour que la holding ensuite vende cette société. Donc là, ça permet d'être en sursis d'imposition et de ne pas payer l'impôt à ce moment-là, sous réserve de réinvestir dans un certain délai dans une activité commerciale, industrielle, artisanale. Et donc, jusqu'à maintenant, la définition d'activité commerciale a été donnée par le Code général des impôts, et donc on pouvait tout à fait avoir une activité de marchand de biens, une activité de promotion immobilière. Et bon, parfois, voilà, on se demandait ce qui était éligible de ce qui ne l'était pas, mais si on remplissait vraiment cette définition notamment de marchand de biens et de promotion immobilière, on pouvait bénéficier de ces réinvestissements 150 0 BTR. Donc là, la loi de finances a changé quand même quelques critères à ce titre-là. On devait réinvestir 60%, maintenant ce sera 70%. Alors on avait un délai un peu court de 2 ans pour réinvestir. Là, c'est étendu à 3 ans. Donc là, c'est la partie positive, on va dire, de modification de ce texte-là. Par contre, on a un vrai durcissement s'agissant des activités immobilières, puisque l'ensemble des activités immobilières sont exclues. Et on nous vise même très clairement les constructions en vue de vendre, ça c'est directement dans le texte, les constructions en vue de vendre et les activités immobilières. Bon, il se trouve que ça fait référence à un autre texte qui existait sur le bénéfice d'un crédit d'impôt, pour lequel nous avons une doctrine administrative qui nous vise, tout ce que cela concerne. Et donc, en fait, c'est tout ce qui tombe sous le code NAF, spécifique activité immobilière, qu'on dépose au greffe. Et donc, on a vraiment toute une liste d'activités immobilières. C'est très, très clair que marchand de biens, promotion immobilière, c'est exclu, mais c'est même plus large que ça. Les activités syndic copro sont exclues. L'asset management, c'est exclu. Donc, même des activités de pur service, sans aucune détention immobilière, sont rattachées à ces activités immobilières désormais exclues. Voilà. Et puis on a aussi un allongement de la durée de détention. Avant, il fallait réinvestir et détenir son investissement pendant 1 an. Maintenant, il faut le détenir pendant 5 ans. Donc là, on a quand même une vraie différence. Alors ça s'applique pour tous ceux qui ont cédé leur société à compter du lendemain de la publication de la loi de finances. Donc ceux qui avaient cédé avant la publication de la loi de finances bien sûr, peuvent continuer à investir dans des activités de marchand de biens ou de promotion immobilière, dite activité commerciale, mais on voit bien que la fenêtre forcément va se raccourcir avec le temps assez rapidement, mais on est encore cette année
on a encore la faculté de réinvestir, si on le souhaite, dans des activités de marchand de biens ou de promotion immobilière. Là, je ne sais pas s'il y avait des questions à ce sujet, parce qu'on passe Mais sur un autre dispositif. Je regarde, non, mais je vois pas. Non, on est beaucoup. Ok. Ouais. Donc on a une prorogation. Pardon, on reviendra peut-être. Il y a encore quelques questions. S'il nous reste du temps, on reviendra un peu parce qu'il y a beaucoup de questions sur le statut. Ok. On reviendra après sur le statut. Pas de souci. Donc on a 2 dispositifs temporaires en matière de plus-value immobilière des particuliers qui ont été prorogés de 2 ans, qui devaient normalement expirer au 31 décembre 2025. Oui. Et finalement, on a 2 ans supplémentaires, donc jusqu'au 31 décembre 2027. Ces dispositifs sont quand même bien connus aujourd'hui, surtout le premier, puisqu'il est en vigueur depuis 2014. Le premier, donc exonération des plus-values de cession d'immeubles pour les particuliers lorsqu'ils sont destinés à du logement social ou intermédiaire. Donc finalement, c'est une exonération d'impôt pour les particuliers lorsqu'ils vendent à un organisme de logement social ou à toute autre personne qui s'engage à réaliser des constructions de logements sociaux. Et dans les zones tendues, on a même le logement intermédiaire qui est dedans. Donc on a une exonération en proportion du nombre de logements sociaux qui est édifié dans l'immeuble. D'accord. Donc mais c'est un engagement qui est pris par le cessionnaire. Donc, et c'est important parce que finalement, s'il y a un non-respect, c'est le cessionnaire qui a le risque, puisqu'il a une amende de 10% sur le prix d'acquisition. Okay. Donc c'est pas neutre. Donc c'est une proportion sur laquelle il ne faut pas se tromper non plus, parce que si on dit qu'on va édifier par exemple 60% de logements sociaux et qu'on en fait 50, normalement on a l'amende qui s'applique. Sur les 10%? Non, sur la totalité. Ah, sur la totalité. En tout cas, c'est pas précisé dans le texte, donc Wow. j'imagine que c'est sur l'intégralité. D'accord. Et la proportion, elle s'apprécie comment? C'est le nombre de logements, le nombre de mètres carrés? C'est en fonction de la surface, oui. De la surface. Oui, okay. Tout à fait. Donc ça, c'est pour le premier dispositif. Oui. Le second, qui est un peu moins connu parce qu'il est en vigueur que depuis 2024. Donc normalement, il est en vigueur pour 2 ans. Finalement, il a été prorogé. Donc c'est un abattement exceptionnel qu'on a sur la plus-value du particulier, qui est pour les immeubles qui sont situés dans les zones tendues. Donc vous savez, les zones A bis, A et B1. Ou alors les zones qui sont dans un périmètre d'opération d'aménagement complexe. Donc dans le premier cas, les zones tendues, on est sur un abattement de 60% de la plus-value, et dans le second cas, on est sur un abattement de 70%. Sachant que dans les 2 cas, cet abattement peut être majoré si on fait plus de 50% de logements sociaux. Mais la condition de base, c'est pas de faire du logement social. C'est simplement d'avoir le logement dans une zone tendue ou une zone d'aménagement de projet urbain. Oui. On a juste une majoration si on fait du logement social. D'accord. Ok. Et ces 2 abattements se cumulent, l'exonération plus l'abattement, si jamais on est dans les mêmes conditions. Voilà. Okay. Donc c'est juste pour dire que ça a été prorogé de 2 ans. De 2 ans, ouais. Alors, on a eu des petites modifications du régime LLI. Alors, le régime LLI, c'est vrai qu'il y avait quelques interrogations, parce qu'à un moment donné, on a eu un BOFIP, et d'ailleurs, il est toujours en consultation aujourd'hui. Donc, il n'est pas définitif. On a eu un BOFIP qui nous avait un petit peu inquiété, parce qu'il y avait des sujets où on se disait, mais est-ce qu'on n'est pas en train de revenir en arrière, alors que le régime LLI, finalement, existait d'ores et déjà. C'est vrai qu'on en parle un peu plus récemment, parce qu'il a été étendu à des sociétés de personnes, et donc beaucoup plus facilement à des particuliers, alors qu'avant c'était des personnes morales soumises à l'IS, mais c'est un régime quand même qui existait depuis quelque temps, et donc ce BOFIP était un peu embêtant, parce que on avait l'impression qu'il changeait un peu des méthodes de calcul, notamment sur le ratio de mixité. Donc là, on a des modifications bienvenues dans la loi de finances, notamment sur le ratio de mixité sociale. Donc le ratio logements sociaux par rapport à mes logements intermédiaires. Donc le BOFIP, typiquement, nous avait vraiment inquiétés, parce que, en gros, il nous expliquait qu'il fallait déterminer son ratio de logements sociaux par rapport à l'ensemble des logements dans l'ensemble immobilier. Alors que, et donc là, on a une modification claire du texte, un calcul qui est
logements sociaux sur la somme de mes logements sociaux et de mes logements intermédiaires. Et donc si je dépasse 25%, ça me permet de remplir ce ratio de mixité sociale. Donc ça, c'était vraiment une modification très bienvenue. Donc j'imagine, en conséquence, le BOFIP à minima va être modifié sur ce point-là, puisque maintenant c'est le texte de loi. Et autre inquiétude que nous avions, qui est là confirmée, c'était à partir de quel moment je risque d'avoir une remise en cause de ma TVA sur mon acquisition. Donc la TVA, je le rappelle, est à 10% plutôt que 20% dans le régime LLI, mais avec la condition de détenir pendant un certain temps mes logements, avec la faculté de vendre au moins 50% de mes logements à un moment donné sans remettre en cause ma TVA. Et en fait, il était indiqué dans le BOFIP que c'était à la fin de la 16e année. Donc finalement, que j'attende 17 ans. Et donc là, non, on nous dit bien, c'est à partir de la fin de la 15e année, je peux vendre 50% des logements. Alors pour un particulier, si on se place côté particulier, c'est dans le cas où j'ai 2 logements. Parce que par définition, sinon ça ne fonctionne pas. Et donc je dois détenir pendant 20 ans si je veux maintenir mon taux de TVA de 10%. Mais voilà, en tout cas, c'était une précision tout de même bienvenue à ce titre. Alors on a aussi quand même encore des zones d'incertitude, parce qu'on attend la publication du BOFIP. Alors, il y a eu une consultation publique, beaucoup d'opérateurs ont fait part de leurs commentaires sur cette doctrine administrative, et il est vrai qu'on a encore des interrogations sur la notion d'ensemble immobilier. Alors, du coup, je reviens un peu à ce calcul de ratio de mixité sociale. Qu'est-ce qu'un ensemble immobilier ? Alors, on a quand même des éléments de définition. Donc, a priori, c'est par rapport à une opération globale. Donc, c'est sur la même parcelle où on peut avoir éventuellement plusieurs permis de construire, mais liés à ce même ensemble immobilier. Donc, on comprend qu'il peut y avoir tout de même plusieurs bâtiments. Mais on a quand même, de notre point de vue, une définition qui n'est pas très, très claire. Notamment, si on séquence nos travaux. Si on séquence nos travaux, comment ça se passe ? Le BOFIP nous dit notamment que pour le calcul du ratio, je ne prends pas en compte les logements sociaux préexistants dans mon ensemble immobilier. Donc qu'est-ce que ça veut dire précisément ? Alors, on voit bien ce que ça veut dire quand je réhabilite un ensemble immobilier. S'il y avait là des logements existants et que je fais une réhabilitation lourde, on imagine que c'est ce qui est visé. Je ne prends pas les LLS préexistants. Mais si jamais j'ai un séquençage de travaux, que je commence par du LLS et qu'ensuite j'ai du LLI, est-ce qu'on ne tombe pas dans cette définition par erreur, par exemple ? On espère que non et on souhaite que non. Mais voilà, ce serait sans doute une précision appréciable sur ce sujet. Ok. Donc attendons le BOFIP. Donc attendons effectivement mais je comprends, c'est pas le BOFIP. Il y a beaucoup d'acteurs qui ont déposé des écritures dans le cadre de la consultation. Donc nous on l'a fait. Ah oui, d'accord. Vous aussi. Donc avec un certain nombre d'appuis. Donc il y a beaucoup d'avocats qui ont déposé aussi des demandes. Donc on va avoir. On espère avoir une réponse positive à ce sujet en tout cas. Prochainement. D'accord. Okay. Et a priori, ça devrait être dans pas trop longtemps, puisque la loi de finances est sortie et qu'ils attendaient la publication de la loi de finances pour se prononcer, et on comprend pourquoi. Oui, il y a certaines dispositions qui ont déjà clarifié les choses. Donc a priori, ça devrait pas trop tarder, on imagine, au premier semestre de l'année. D'accord. Voilà. On espère en tout cas. C'est vrai qu'il y a des zones d'incertitude là aujourd'hui. C'est pas confortable. Mais on devrait y voir plus clair et c'est plutôt appréciable, notamment dans le cadre, et on en parlait tout à l'heure, de la compatibilité avec le bailleur privé, le taux à 10% et l'exonération de taxes foncières. L'exonération de taxes foncières, quand on tire un investissement sur un certain nombre d'années, si on essaie d'aller chercher la rentabilité du statut bailleur privé, typiquement, quand on compare à du LMNP, on voit que l'exonération de taxes foncières, c'est vraiment pas négligeable. Et donc cette exonération, on l'a sur 20 ans, sur toute la durée, si jamais on est sur une détention longue. Et donc, on voit que parfois, c'est vraiment ce qui fait basculer l'investissement en faveur d'un investissement en bailleur privé, si on arrive à cette compatibilité avec le régime LLI. Avec le LLI, oui, tout à fait.
Je crois qu'il y a des personnes qui se posaient la question de est-ce que je peux bénéficier de l'exonération de taxes foncières en LLI, plus je déduis ma taxe foncière de mon revenu foncier. Ouais. La réponse est non. Ah bon? Ah non, on va pas avoir 2 fois la même chose. C'est surtout si on la paye pas, Ouais, finalement. ouais. Voilà. Non, mais c'est vrai qu'on pouvait se poser la question parce Non, mais que... on se pose la question, Mais, tout à fait. Ouais. Parce qu'a priori, il faut plutôt la payer et se faire rembourser. Oui, Donc effectivement, certains se sont dit, je paye quand même. oui, mais je peut-être paye, que- peut-être que je peux- parce Non, que j'ai non, un on se fait crédit d'impôt rembourser, donc correspondant, mais... non, c'est pas considéré Donc, comme on une peut charge pas- si in fine, on n'a pas supporté le coût. Dommage. Vous n'avez pas de questions à ce sujet non plus qui sont... Du tout. Ok. Je vérifie. Ils sont concentrés Le sur LLI le est- papier. le LLI est limpide. Ah. Non, mais là, ouais. L'ensemble immobilier peut-il être une ZAC dans son entièreté? Ah, justement, c'est une des questions. Donc, c'est C'est ça. une des Les questions. questions sont en fait. Et puis, sur la notion d'ensemble immobilier, peut-on prendre en compte un permis d'aménager divisant en plusieurs lots et plusieurs bâtiments? Voilà, c'est ce que vous disiez, quoi. Nous, on trouve Les questions ont été posées, et puis on trouve attend que c'est quand justement même pas les très clair. Alors Ouais, c'est vrai ouais, que ouais. normalement, On attend le complet. Donc le BOFIP, normalement, devrait répondre un peu à toutes ces questions, quoi. on l'espère. En tout cas, On l'espère, ouais, on voilà, a, tout on à a fait, fait ouais. cette Ouais. remarque Ouais. dans le BOFIP parce qu'on voit bien. Alors, on comprend sans doute pourquoi il n'y a pas eu cette définition-là, parce que en réalité, on ne l'a pas véritablement dans le Code général des impôts, cette notion d'ensemble immobilier. C'est vraiment cette définition, on va dire, de projet un peu global sur un ensemble immobilier, c'est vraiment typique LLI. On le retrouve nulle part ailleurs, ce début de définition. On a juste une référence en matière de TVA, où là, c'est une phrase dans la doctrine administrative, c'est un ensemble avec une communication verticale et horizontale. Donc on voit déjà que c'est pas du tout ça pour le LLI. Oui. Donc c'est une définition un peu nouvelle, et effectivement, il serait intéressant que la doctrine administrative nous explique plus clairement, notamment est-ce que ça concerne les ZAC, ou est-ce qu'il faut que ça reste sur des parcelles vraiment concomitantes, ou est-ce qu'il y a une autre définition à inclure. Voilà, on espère que ce sera un petit peu plus clair. On peut passer à la fiscalité de l'aménagement. ensuite. Allons-y. Ouais. Donc on va parler... Je vous donne l'autorisation. Super. Merci Didier. On va parler taxe d'aménagement. Donc on s'était dit que ce serait pas mal de rappeler quand même l'origine du changement qui a eu lieu en 2022 avec une modification quand même profonde. La taxe d'aménagement, c'est quoi? C'est une taxe qu'on va payer quand on va édifier des constructions. Oui. Je simplifie exprès, mais c'est ce qu'il faut retenir. Et finalement, se pose la question de quand est-ce que je vais payer cette taxe. À la base, c'était à la délivrance du permis de construire. Et finalement, en 2022, on s'est dit, non, ce sera plutôt à l'achèvement des constructions. Oui. Donc, ça, c'était un bon point. Donc, on attendait d'avoir finalement la DAACT et ensuite, on payait la taxe d'aménagement. Il y avait quand même, pour certains projets d'envergure, qui étaient supérieurs à 5000 m², où on avait un paiement par acompte. Donc, c'était des acomptes qui étaient quand même assez conséquents, puisqu'on avait un premier acompte de 50% du montant de la taxe à payer dans les 9 mois de la délivrance du permis, et un second acompte de 35% après 18 mois de la délivrance du permis. Donc on n'avait que finalement 15% à payer à la fin des travaux. À la DACT. Voilà, tout à fait. Et pourquoi on fait ces rappels? Parce qu'il y a eu un changement dans la loi de finances 2026 qui nous dit que finalement les acomptes, c'est plus 5000 m², c'est 3000 m². Donc là, on a déjà beaucoup plus d'opérations qui sont éligibles. C'est quelque chose qu'il faut avoir en tête parce qu'en fait, il y a une obligation de déclarer. Parce que comment l'administration, elle peut savoir que je dois payer des acomptes finalement? Parce que j'ai juste eu un permis de construire, elle ne peut pas retrouver l'information. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut déposer en ligne, il faut déclarer en ligne le fait qu'on va édifier une construction et qu'on est éligible normalement à la taxe d'aménagement qui sera exigible seulement à la fin des travaux, mais qu'on va devoir payer par tranche au départ. Et ça, on doit le faire avant le 7e mois qui suit la délivrance du permis. Donc, faut quand même aller assez rapidement. Et il faut l'avoir en tête, quoi. Parce que les conséquences, derrière, si l'administration s'en rend compte et qu'on n'a pas payé les acomptes, ça peut mener à des pénalités, des majorations pour intérêt de retard. Donc, c'est des points qu'il faut anticiper. D'accord. Voilà. Et le déclaré, c'est GMBI.
Oui, je crois C'est que ça, c'est c'est sur Oui, GMBI oui. qui marche merveilleusement bien, j'ai bien compris. Tout à fait. Ouais, Ok. c'est une déclaration en ligne obligatoirement. Mhm, Tout à fait. D'accord. Il n'y a pas de déclaration papier, ça n'existe pas. Ils essayent d'éliminer le papier au maximum maintenant. Oui. Mhm. Donc il y a juste un second point très rapidement, c'est qu'il y a une facilitation de la mise en œuvre de la taxation d'office. Donc pour ceux qui ne le savent pas, la taxation d'office, c'est finalement quand on n'a pas déclaré quelque chose et que l'administration s'en rende compte, elle a beaucoup plus de pouvoir que si elle nous remet en cause quelque chose qu'on a déclaré. C'est-à-dire qu'on ne va pas forcément avoir d'échange avec elle, Mhm. il y aura des pénalités qui vont s'appliquer, et ça complique énormément les Ouais, échanges. d'accord. Et en fait, là, à la base, il y avait une mise en demeure qui était envoyée au contribuable pour lui dire merci de déclarer la taxe d'aménagement, enfin le formulaire, sinon tu seras redevable de la taxe d'aménagement et je vais t'appliquer la taxation d'office. Là, cette mise en demeure, Et elle n'existe plus. Ah oui, Voilà. d'accord. C'est tout de suite, boum. c'est tout de suite, tout à fait. Donc c'est quand même, nous on voit dans les cas quand on est en taxation d'office pour assister nos clients, c'est quand même pas les mêmes échanges. Donc c'est Oui. des choses qu'il faut Mhm. avoir en tête. Donc, là, il faut être Donc le vraiment gros vigilant. conseil, c'est penser à déclarer, quoi. Enfin, Oui. faites-le. Tout à fait. Ouais. Dès que Ne vous mettez avez pas la ça de délivrance du côté, permis, voilà, dès que faut- vous le déclarez, quoi. Ouais. Mhm. Tout à Ouais. fait. Bon, on a terminé. Ok, très bien, merci. Alors, mais il nous reste encore quelques minutes, donc si vous le voulez bien, on oublie le reste, on revient sur le statut, Revenons. sur le statut du bailleur. À moins que... Alors, attendez, il y a de nouvelles choses qui sont apparues. Ouais, voilà, faut-il encore que l'administration ait un site opérationnel? Donc, ça, c'était ma petite remarque sur GMBI. En cas de cession, donc là, on va rester sur ces sujets-là. En cas de cession de PC, quelle est la date de départ du délai de 9 mois? C'est sans doute premier. le tout premier. Le tout premier, hein? Le tout Ouais. premier, parce Mhm. que la règle, c'est Ouais. vraiment la Ouais. délivrance de l'autorisation Ouais. Oui. administrative. Donc, Mhm. même s'il y a un transfert de Même PC, si y a un transfert, c'est la date de délivrance Eh oui. du PC, hein, d'accord, ouais. Ouais. Mhm. Ouais. Et quelle est la date d'applicabilité de cette nouvelle règle de surface et de déclaration dans les 7 mois? C'est le dépôt de PC aussi, non? c'est la délivrance, hein, parce que je crois que l'entrée en Ouais. vigueur, c'est est-ce que on me délivre l'autorisation d'urbanisme avant ou après le 21 février 2026. Donc, oui, c'est pas le dépôt. Ouais. Enfin, moi, la question, si je comprends bien, ah oui, donc quelle est la date d'applicabilité de cette nouvelle règle de surface et de Oui. déclaration? Oui, Donc, c'est- après C'est le vrai 21 qu'on n'y est février, pas oui. revenu, on l'a Oui. noté, Ouais. mais c'est Oui. ça. Oui, Tout à c'est ça. hein. À Oui, oui. partir du Ah, moment où le Oui. permis Oui, de bien construire est sûr, ouais. obtenu après Ouais. le 21 Mhm. février. Obtenu, Ouais. oui, pas déposé. Tout à Mhm. fait. Donc on est revenu sur le prorata temporis de l'amortissement. L'amortissement peut-il concerner un bien situé n'importe où en France, sans condition? N'importe où en France. N'importe où, oui, sans condition, non. Il faut le plafond de loyer. Conditions dont on a parlé. Les conditions dont on... Mais aucune l'on a condition de évoqué. zonage, ça c'est sûr. Alors, Ouais. mais aucune condition de zonage, mais quand même un zonage du loyer. C'est-à-dire que le Oui. loyer en zone C est plus faible que le loyer en B2 ou en Tout à fait. B1. Il n'y a pas d'exclusion du territoire national, Non. Ça peut être comme partout. c'était le cas pour le Pinel. Oui. Mhm. Alors, j'ai vu passer, je l'ai de mémoire, si concernant la compatibilité avec le LLI, pour ce dernier, ne faut-il pas une SCI à l'IS? Non. Le LLI, on peut faire une SCI à l'IR. À l'IR, tout à Ça, fait. je pense Oui, que oui. c'était important de revenir sur cette question-là. Alors en fait, Ouais. auparavant, donc, je peux pas, Mhm. je crois que c'était avant 2024, mais je n'ai pas tout à fait la date en tête, mais le régime LLI auparavant ne s'appliquait qu'aux personnes morales soumises à l'IS. Oui, c'est ça, mais il y a eu, c'était Mais il y a eu une modification, l'année dernière, loi de il me finances semble, pour il me 2025, où c'était aux semble, personnes, 2020, je sais plus, à par toute là. personne morale, Mais là, c'est toute Donc, personne est-ce- morale tout court. tout court. Donc SCI à l'IR, c'est une personne morale. SCI à l'IR, SCI à l'IS, SARL, SARL de famille. Et c'est un IRL de famille, fait. effectivement. Ouais. Il faut juste une personne morale. Ok. Un sujet qu'on n'avait pas évoqué, peut-on basculer en location meublée au bout de 9 ans? Bah, C'est la même question. alors, Ouais. oui, mais... Après, oui, on a respecté. Après, est-ce qu'on... Alors, on a respecté, mais à Oui. mon sens, on basculerait automatiquement en LMNP. Ah. Mhm. Parce que c'est pas la même chose. Là, on est dans un régime de Oui, revenus d'accord. fonciers. Ouais. Mhm. Et quand on est en LMNP, on est dans un régime BIC. Mhm. Donc on n'a plus une activité de société civile lambda, une activité civile tout court. Hein. On change de régime. Donc
Donc on va pouvoir continuer d'amortir, parce qu'en LMNP, on amortit, Oui. mais sur la base du régime LMNP. LMNP, oui. Bah oui. Non. Et Ça semble l'arrêt du logique, respect c'est vrai. des conditions, pour nous, c'était vraiment uniquement je démembre ma SCI, typiquement, ou je loue à un membre de ma famille, mais a priori, en toute logique, je devrais quand même continuer d'être en revenu foncier. Ouais, c'est logique. Une acquisition, un amortissement, oui, mais le plafond des 8 000 s'applique. Oui, On peut acheter deux logements, je vais amortir 3,5 de 80% du premier bien, 3,5 si je suis sous le plafond LLI, bien sûr, 3,5 du deuxième bien, mais j'ai un plafond de déduction de 8 000 euros, Oui. ou 10 000 ou 12 000. par foyer fiscal. Par Ouais. foyer Ça, c'est fiscal. important. Ouais. Et par foyer fiscal, oui. Sera-t-il possible de réviser le loyer avec l'IRL si nous sommes au plafond? Oui, non. Enfin, je sais pas, Pour moi, comme il y a des décrets annuels, Oui. Oui, doit- mais c'est augmente lié. chaque année, Enfin, en fait. ça de doit- toute façon, ça le augmente. plafond évolue. a priori, le Donc plafond on évolue. se cale sur le plafond du. Oui. Et alors je ne connais pas la technique, mais il est calculé sur l'IRL, l'évolution du plafond LLI. C'est une Je sais bonne pas, ouais. question. Bon, il y a un indice, ça, c'est quasi Oui. certain, mais Oui, Bon, on le j'ai pas en précisera tête. dans la réponse, mais en tout cas, effectivement, vous êtes au plafond. Le plafond évolue l'année suivante, c'est publié. Chaque année, vous on a une appliquez publication. le nouveau plafond, quoi. Ouais, Tout à fait. ouais. Ouais. Quid de la TVA si achat LLI et statut bailleur privé? 10%. 10%. 10%. Au lieu des 20. 10%, au lieu des J'achète 20, 9, ouais. mais je n'ai que 10% de TVA. Et d'ailleurs, il faut que je le garde pendant au moins 16 ans. Et voilà, je dois le garder Sinon- au moins 16 ans. Sinon, boum, je suis requalifié. Oui, et donc là, d'un seul coup, Ouais. l'année où je ne respecte plus, je dois rembourser Ouais. les 10%. C'est pas neutre. C'est pas neutre, Ouais. c'est pas neutre. Ouais. Alors, je vais me faire un plaisir de répondre, parce que c'était la question la même chose. Le LLI suppose un assujettement à l'EIS? Non. Non. On ne va pas être plus synthétique. Oui, en cas, oui. Non, la question est intéressante. Effectivement, ils ont compris qu'on pouvait amortir pendant 29 ans, enfin pratiquement 29 ans. Si c'est un senior qui acquiert, allez, on va lui donner 75 ans par exemple, donc je pense que 29 ans, ça va être difficile. Est-ce qu'il y a une continuité après pour les héritiers? Alors le cas n'est pas prévu, mais je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas le cas, puisqu'on est sur une transmission à titre gratuit, à distinguer Ouais. de la vente de Mhm. l'actif qui fait tomber le régime. Donc il n'est pas prévu par le texte qu'une transmission à titre gratuit ferait tomber le régime. Mais c'est quand même une bonne question. Oui. C'est une bonne question. Alors en cas de succession, ce serait quand même assez étonnant. Si on a une continuité, une reprise des engagements initiaux, c'est vrai que la question se pose en cas de donation. C'est vrai qu'au cours des 9 ans notamment, d'accord. Ok. si on se dit tiens, je transmets à mes enfants, c'est une bonne question. Mais à la lettre du texte, la remise en cause des amortissements, en tout cas, c'est le cas où je cède. Mais typiquement, on nous dit qu'en cas de licenciement... on nous dit aussi également qu'en cas de décès, si l'usufruit revient au conjoint, oui. il n'y a pas de remise survivant, il n'y a pas de remise en cause du régime. D'accord, oui. Ok. A fortiori, si je transmets la pleine propriété, Oui. il n'y a pas de raison. D'accord. Donc mon premier sentiment, ce serait celui-là. Ouais. Alors ça, c'est une question pour la FPI en termes de communication. Afin d'avoir plus de portée, la FPI peut-elle pousser pour une communication unique, soit Jean Brun, soit statut du bailleur privé, soit relance logement? Alors, grosse question. On considère que le dispositif Jean Brun est un petit peu dans le bien public, si je puis dire. Beaucoup de personnes communiquent sur le dispositif Jean Brun.
En même temps, c'est vrai que c'est rattaché à un nom d'un ministre. Donc nous, on a décidé dans notre communication justement de jouer un peu sur les deux tableaux, donc pour que nos concitoyens s'y reconnaissent et que s'ils ont entendu le statut du bailleur privé, ils comprennent, et s'ils ont entendu le dispositif Jean Brun, ils comprennent aussi. Donc il y aura une petite estampille dans notre communication avec dispositif Jean Brun, même si on parle du statut du bailleur, en se disant aussi on joue la durée, et qu'avec le temps, peut-être que le nom du ministre sera moins utilisé, et donc on veut quand même porter le terme de statut du bailleur privé. Dans une logique de pérennité, c'est plus le statut du bailleur privé plutôt que dispositif Jean Brun. Mais à ce stade, on communique sur les deux. Oui, donc le sujet de la TVA qui, je comprends, qui inquiète, donc c'est ce qu'on disait, c'est pour avoir une vraie réponse, question écrite, puisque si on attend un BOFIP, on y sera encore dans quelques temps. Ouais. Le plafond de déficit se calcule par bien ou au global? Au global. Au global. Le déficit foncier. Les 10 700 au global. Les 10 700, c'est au global, ouais. Ouais. Est-ce qu'un logement situé dans une résidence classée résidence-service, au sens de l'article L631-13 du CCH, mais non meublé et sans bail commercial, peut bénéficier du dispositif et de la déduction au titre de l'amortissement? Pour nous, oui. C'est bien ce qu'on dit quand on dit qu'il y a compatibilité LLI et bailleur privé, parce que, a priori, en LLI, dans une résidence, on pourrait avoir du meublé et du non meublé. On pourrait effectivement, pour éviter les quotas, avoir une résidence service, c'est une des possibilités qui est donnée. Ce sont des services non individualisés, donc on reste sur de la location nue, pour moi, donc ce n'est pas incompatible. Ok, d'accord. Les critères d'éligibilité pour les logements sociaux et très sociaux, ressources et plafond de ressources, plafond de revenus. Oui, ce sont les mêmes critères que le régime LOC Avantage. Oui, c'est ça, oui. Donc l'article 199 tricies, pour ceux que ça intéresse. Alors sur la partie, parce que ça vise l'intermédiaire social et très social dans LOC Avantage, mais c'est uniquement la partie sociale et très sociale qui est renvoyée entre le statut bailleur privé et le LOC Avantage, c'est sur ces deux lignes-là. Donc on est à moins 30%, moins 45% par rapport au loyer de marché visé dans le dispositif LOC Avantage. L'amortissement de 80%, est-ce que ça porte sur le prix global, c'est-à-dire appartements et stationnement, par exemple, et parking? Est-ce que... alors c'est oui, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Il n'y a pas de précision dans le texte. Alors quand il n'y a pas de précision, il est vrai que si on veut intégrer de l'accessoire au principal, ce serait plutôt par tolérance administrative, avec la doctrine administrative. Sinon, comme on parle de location d'une habitation dans un immeuble collectif et qu'on ne nous a pas inclus dans le texte les dépendances, bon... c'est une question. C'est une question, oui. Alors ça pourrait faire l'objet. On pourrait l'intégrer dans les questions sur lesquelles on souhaiterait avoir des précisions si on souhaite ne pas attendre. Voilà. Alors maintenant, c'est vrai que dans les faits, on n'a pas de distinction de prix. Bon. Moi, j'aurais envie, comme ça, spontanément, de l'appliquer sur mon prix d'acquisition global. Donc, si j'ai une cave, une place de parking. Par contre, si on m'a vendu un box à part, non, mais là, je pense que c'est plus compliqué. Mais si c'est un immeuble collectif où, traditionnellement, j'ai le droit à une place de parking, j'ai un seul acte de vente, j'ai un montant, bon, ça me choquerait pas. Ça ne serait pas choquant, effectivement. Ok. Bon, je crois qu'on a fait 95% des réponses. Il est 16h. C'est un très bon score. Oui, tout à fait. Il est 16h presque 5. Donc, je pense qu'on peut maintenant vous remercier pour votre attention. Puis merci infiniment, Camille et Stéphanie. Pardon. Merci pour votre invitation. C'était très bien. J'espère qu'on a été clair.
service après-vente, donc n'oubliez pas. Vous aurez les slides aussi si vous répondez au questionnaire, donc tout sera à disposition. Juste une dernière chose, il y avait une question sur un simulateur. On a fait le choix de ne pas produire un simulateur au niveau de la FPI parce que c'est quelque chose de trop complexe, pas élaboré, mais je pense que ce qui est important, c'est d'abord la relation commerciale et permettre à des particuliers de faire leur petite simulation dans leur coin sans être accompagnés, ça n'est pas une bonne chose. Donc c'est la raison pour laquelle on a fait le choix de ne pas élaborer de simulateur au niveau de la FPI. Voilà, merci à toutes et tous, merci encore infiniment. Merci. Merci Et à à bientôt. vous. Avec À dans un bientôt. an. Au revoir. Au revoir.